c'est Elon Musk, le deuxième homme le plus riche du monde. PDG de Tesla, il fait construire des voitures futuristes à motorisation électrique avec pilotage automatique. Il a aussi comme projet d'envoyer des hommes sur Mars pour coloniser la planète et ainsi résoudre le problème du réchauffement climatique sur Terre. Certains le considèrent alors comme le sauveur de l'humanité, d'autres comme un psychopathe. Les membres du groupe Muse se situent dans la deuxième catégorie. Avec 8 albums studio en 22 ans de carrière, leur œuvre musicale est devenue un véritable combat. L'art est un moyen pour eux de mener, je cite, une bataille pour une certaine liberté contre les forces oppressives. Mais quelles sont ces forces obscures dont parle Matthew Bellamy, le chanteur du groupe? Des Shinigami? Des détraqueurs? Des Pokémon Spectre? Non. Muse dans leurs morceaux combattent l'injustice, les dérives politiques ou encore les risques de l'intelligence artificielle. Autant vous dire que c'est comme David contre Goliath, les Spartiates contre l'armée perse. C'est la bande de Matthew Bellamy contre Elon Musk. Alors bien sûr c'est une image, le plus grand ennemi de Muse n'a pas de visage. C'est tout un système qu'ils dénoncent sans répit depuis qu'ils ont décidé de se livrer dans une lutte sans merci. Tout commence ici, quand Matthew Bellamy, Dominic Howard et Christopher Wolstenholme se rencontrent dans la contrée de Tynemouth à Devon, au Royaume-Uni, et forment un groupe dès le collège. 2 ans plus tard, ils gagnent un concours malgré un nom ridicule, Rocket Baby Dolls, pas ouf, mais heureusement ils se rattrapent avec une prestation scénique digne des plus grands groupes de rock britanniques. Ils ont joué avec le son à fond avant de casser tous leurs instruments sur scène. Après cette première victoire, Matthew Bellamy a un éclair de génie. Il se rend compte que le nom du groupe est vraiment nul, alors il le rebaptise sobrement Muse. Dans la mythologie grecque, les Muses sont les 9 filles de Zeus et Mémosine, des déesses représentant les idées artistiques et intellectuelles des hommes et l'art de la musique. Mais quand Matthew Bellamy explique le choix de ce nom, il dit que c'est facile à mémoriser et ça passe bien sur une affiche de concert. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus significatif, mais quand on sait que le groupe s'était appelé Youngblood, Fixed Penalty ou encore Carnage Mayhem, on a quand même évité le pire. Après cette victoire donc, ils arrêtent les études et essayent de percer en jouant des concerts dans les bars, mais 1 an plus tard ça marche toujours pas et ils sont obligés de trouver un job ingrat. En 1997, l'argent économisé leur permet d'autoproduire une démo qui contient déjà quelques morceaux que vous connaissez, puisqu'ils seront repris dans leurs prochains albums officiels. Je trouve ça déjà ouf de sortir des morceaux comme ça à leur début. Parfois on dirait un mélange de Nirvana et de ce qui deviendra plus tard Queens of the Stone Age, mais déjà avec une identité qui leur est propre. Cette version leur permet, la même année, de publier un EP éponyme, puis un deuxième connu sous le nom de Muscle Museum, et cette fois il se passe un truc. C'est presque toujours le même scénario. Personne ne s'intéresse aux artistes à leur début. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Ni les maisons de disques, ni les producteurs, et encore moins les auditeurs, hormis une poignée d'amateurs de musique. Hey, what the hell is this? What's what? The damn music, Clark. Are you deaf? Oh yes, I can hear it. Who the hell is playing this? It's Billy. Billy likes this music. Mais il y a toujours une personne qui fait basculer les choses dans la carrière d'un artiste. Une personne qui a conscience de son talent et qui va le révéler au monde entier. Et cette personne, pour Muse, c'est Donnie Smith. Un producteur qui crée la maison de disques Taste Media spécialement pour eux et qui va les faire signer chez de nombreux labels aux États-Unis, en Europe ainsi qu'en Australie. Muse sort alors son premier vrai album en 1999, Showbiz, produit par John Leckie qui travaille pour Radiohead en parallèle et ça peut parfois s'entendre notamment dans leurs ballades.
La sortie de Showbiz, qui contient de véritables perles, leur permet d'assurer la première partie des concerts de Foo Fighters et des Red Hot Chili Peppers aux États-Unis. Puis en 1999 et 2000, ils donnent des concerts au Japon, en Australie et participent au plus grand festival européen, faisant ainsi de plus en plus d'adeptes en Europe de l'Ouest. C'est une deuxième grande victoire pour Muse, mais leur lutte contre les forces du mal ne faisait que commencer. En 2001, le groupe enregistre son deuxième album Origin of Symmetry. Il sort partout dans le monde, sauf aux États-Unis, parce que leur label Maverick Records pensait qu'il n'était pas assez accessible pour le public de là-bas. La maison de disques voulait qu'ils enregistrent de nouvelles chansons plus commerciales, et notamment ils demandaient à Matthew Bellamy de chanter plus grave. Le groupe leur ont alors gentiment dit qu'ils pouvaient bien aller se faire foutre. Dans cet album et même le précédent, on peut largement entendre leurs influences de musique classique. Les harmonies sont originales et bien plus riches que dans le rock de l'époque, entre le rétro Britpop des Strokes et le rock alternatif de Nickelback, même si attention, j'adore. Mais il y a un truc en plus dans Muse. Matthew Bellamy est un compositeur de génie, un excellent parolier, un chanteur à la voix hors norme, un guitariste virtuose et un prodige du piano. En ce qui concerne les paroles, elles contrastent avec celles du premier album qui était beaucoup moins mature. Elles reflètent, je cite, un sentiment de ne pas être connecté à l'autre, même si nous le sommes tous. La peur du groupe est qu'on ne peut contrôler la technologie parce qu'elle évolue plus vite que ce que nous sommes. Plug In Baby répond en écho à Newborn. C'est une chanson qui permet de mettre de l'émotion dans quelque chose qui n'a pas d'âme, comme un ordinateur ou un ours en peluche. Dans le morceau Citizen Erased, Matthew Bellamy parle de mensonge et le fait de ne pas exprimer ses sentiments. Il chante « Apprends-nous à tricher, à mentir et à cacher ce qui ne devrait pas être partagé ». On baigne donc dans un thème complètement dystopique, proche de l'œuvre de George Orwell 1984, ce qui n'est pas sans rappeler l'album légendaire de Radiohead, OK Computer, sorti 4 ans auparavant. C'est bien badant tout ça, mais dans la vie de tous les jours, les membres du groupe ne sont pas cyniques pour autant. L'ambiance est bonne enfant entre eux, surtout quand Matthew Bellamy enregistre au studio le zip de sa braguette dans le morceau Space Dementia. Space Dementia désigne un état mental hypothétique que certains astronautes connaîtraient dans l'espace, un sentiment d'insignifiance et d'insécurité dû au fait d'être isolé. C'est peut-être encore une métaphore pour dénoncer les potentiels effets néfastes des nouvelles technologies comme le smartphone qui nous éloignent les uns des autres. Des références religieuses sont aussi perceptibles dans plusieurs morceaux. Le groupe se questionne alors sur le sens de la vie. Comment est né l'univers? Quel est l'avenir de l'humanité? Faut-il mettre le lait avant ou après les céréales? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et devinez quelle est la réponse préférée de l'homme depuis des millénaires? C'est la religion. There's no way out! You're right, Morty. Sometimes it does seem like there's no way out. Like it's hopeless. But remember, there's always someone there for us. Who? My best friend and personal savior, Jesus Christ. What? You don't believe in God? En 2004, c'est la sortie de l'album qui m'a réellement fait découvrir le groupe, Absolution. La jaquette a été conçue par Storm Thorgerson qui a aussi travaillé avec Pink Floyd, et Dominic Howard nous explique qu'elle est ouverte à l'interprétation. On peut considérer que ces gens quittent ou bien arrive sur Terre. Suivi du premier morceau qui annonce la couleur rien qu'au titre, c'est la fin du monde. Selon le chanteur, la chanson est du point de vue d'une personne qui attend son Dieu pour venir l'aider et tout régler. Il s'agit probablement du disque le plus rock mais aussi le plus sombre du groupe jusqu'à présent. Ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il ait été composé dans le contexte de la guerre en Irak qui touche particulièrement Matthew Bellamy. Certains morceaux relèvent explicitement le caractère athée du groupe, comme si toutes les horreurs de la terre ne sauraient exister en présence d'un dieu. Le comble, c'est qu'ils ont joué certains morceaux dans une église. La figure du diable vient s'introduire dans The Small Print et décrit une personne qui vient vendre son âme et devient esclave de sa tombe. Les doutes du chanteur s'expriment aussi dans Fury, qui pourrait être vu comme une déclaration de scepticisme vis-à-vis de la religion, remettant en question l'existence de Dieu comme une déclaration de désespoir existentiel. Tu te dis, bon, au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante, en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, c'est plus du tout une idée réconfortante, parce qu'on se dit, mais t'imagines, tu te suicides, et boum, il y a une vie après la mort, en fait.
encore cette merde. Matthew Bellamy précise cependant que, je cite, « l'absolution n'est pas nécessairement un mot religieux. Il a des significations de pureté. Il pense que faire de la musique est une façon de comprendre les choses. Et il nuance toujours la signification de ses paroles, voulant laisser libre cours aux interprétations. Il affirme qu'il essaye d'écrire des chansons qui peuvent s'appliquer à de nombreuses situations, comme par exemple dans un de ses plus gros tubes, Time is Running Out. Avec 2 millions d'exemplaires vendus, l'album connaît un véritable succès planétaire et enverra Muse en tournée, réunissant près d'1,5 million de fans. Durant cette période, avec Origin of Symmetry et Absolution comme fer de lance, ils se sont donc questionnés sur le but de l'existence. Le nihilisme n'emportera pas le groupe dans sa danse, mais n'ayant trouvé dans les religions aucune réponse satisfaisante, Muse va déclarer la guerre à leur plus grand ennemi, les classes dirigeantes. En 2006 débarque le 4e album, Black Holes and Revelations, un titre à la limite du complotisme, quand on sait que le chanteur affirme, je cite, « Nous sommes en fin de cycle, il existe une sorte de connexion au cycle de l'histoire où la tension monte puis est libérée, cela peut être une catastrophe comme une guerre nucléaire, ou quelque chose de génial comme l'arrivée des aliens, mais j'ai le sentiment que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Pour la première fois dans l'évolution en tant qu'espèce, nous atteignons un plafond d'énergie. » Je suis vraiment un être de lumière, c'est vraiment ça qui me définit. Stan Togerson s'occupera aussi de la pochette de cet album qui met en scène les 4 cavaliers de l'Apocalypse, une image faisant donc référence à la fin du monde et qui symbolise le début de leur combat contre les forces obscures. Dès le premier morceau, l'idée que certains groupes contrôleraient le monde est évoquée. Take a bow signifie inclinez-vous. Les harmonies sont dignes d'un film extraterrestre et le chanteur appelle les dirigeants des divers pays à prendre la responsabilité de leurs actes. Il leur déclare la guerre en les accusant d'être corrompus jusqu'à l'os. Dans la même lignée, Assassin et City of Delusion font appel à la révolution. Bellamy veut un monde où le peuple se libérerait de la domination des gouvernements et serait à même de prendre les armes. Il parle aussi d'une vérité à cacher, puisque le groupe en vient même à penser que nos dirigeants seraient des aliens déguisés et qu'un complot d'envergure intergalactique serait présent. Pose ce téléphone à terre. Dans une interview allemande, Matthew Bellamy affirme prendre la chose très au sérieux et précise qu'il s'agirait, je cite, d'un accord commercial entre le gouvernement et les extraterrestres à propos de l'utilisation des nouvelles technologies. Regular water, tap water. All right, Beatrice. There was no alien. Le morceau Knights of Sidonia met en lumière les racines guerrières du groupe et fait référence à la zone de Sidonia sur Mars. C'est un relief qui peut être associé à un visage humain. Évidemment, de nombreuses théories du complot sont alimentées là-dessus. La NASA aurait recouvert cet endroit qui abriterait un village martien. Et selon Matthew Bellamy, une grande guerre a eu lieu autrefois dans notre système solaire et a détruit Mars. Les habitants ont dû s'installer ailleurs, sur Terre. Musicalement, c'est l'œuvre d'Ennio Morricone qui a été décisive dans la composition du morceau. Le groupe, en concert, joue d'ailleurs le célèbre thème d'Il était une fois dans l'Ouest en guise d'introduction de Knights of Sidonia. On peut aussi parfois entendre Matthew Bellamy jouer la mélodie du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, toujours en prélude du même morceau. L'album se termine avec un message d'espoir. Bon, c'est bien mignon, toutes ces histoires d'aliens, mais parlons un peu de musique et de matos. Dans ce 4e album, le style musical de Muse s'enrichit de nouvelles sonorités, notamment inspirées du groupe préféré du chanteur, Queen, mais aussi de Prince, et des éléments électroniques qui peuvent rappeler Depeche Mode, voire le discours un peu kitsch d'ABBA. Et avec 3 millions d'exemplaires vendus, dont la moitié en Europe, Muse continue de faire ses preuves, notamment grâce à leur tube à succès, Starlight. Mais aussi Supermassive Black Hole qui fera une apparition en 2008 dans Twilight.
Ils partent alors faire le tour des stades du monde entier en créant le HARP Tour. Tiens, comme par hasard. C'est le nom d'un programme scientifique et militaire américain sur l'ionosphère basé en Alaska. Évidemment, le projet est à l'origine d'un nombre incalculable de théories du complot. Il servirait à modifier le climat, interrompre toute forme de communication hertzienne et même influencer les comportements humains. Et Muse a repris cette esthétique pour leur tournée. Ils ont alors inauguré le magnifique Wembley Stadium devant plus de 100 000 personnes, prestation qui fera même office d'un album live. Ils ont aussi rempli le Parc des Princes et j'y étais le 23 juin 2006. C'était le tout premier concert de ma vie auquel j'assistais et c'est aussi le plus beau concert que j'ai jamais vu. Trois ans plus tard, la guerre contre l'armée du mal s'intensifie avec l'arrivée du 5e album, The Resistance. Et ça commence fort dès le premier morceau très entraînant, avec ce mélange de sonorités électro-rock qui rappelle le thème récurrent de Muse, de la science-fiction. Ils ne nous contrôleront pas, nous en sortirons vainqueurs, on n'a pas peur de mourir, on doit s'unir. Mais qui est ce il ? Les puissants, les politiciens, les gouvernements, les entreprises très riches qui exploitent le monde, les gens et la nature, nous dit le chanteur. L'heure est à la révolution. Bellamy en appelle à la protestation, que ce soit devant l'injustice de la vie, comme l'indique le titre A Natural Selection, mais aussi contre la manipulation psychologique de masse et le lavage des cerveaux, notamment via les médias. Le projet MK Ultra est le nom de code d'un projet de la CIA qui cherchait à utiliser des médicaments et des drogues dures dont du LSD pour contrôler les esprits lors d'interrogatoires. Mais pourquoi vous faites ça ? Mais cette dynamique guerrière d'appel à la révolte était déjà surreprésentée dans le précédent opus, alors pour contraster, The Resistance contient une part importante d'histoire d'amour, notamment dans le morceau Guiding Light. Mais aussi dans I Belong to You, avec un passage où Bellamy chante en français. Ou encore dans le plus gros tube de l'album, Undisclosed Desires. Selon Matthew Bellamy, l'amour est une forme de résistance pacifique. Il aime cette idée d'acte politique qui s'exprime à travers une relation amoureuse. Le seul endroit, je cite, offrant une liberté vis-à-vis de Big Brother. C'est une référence directe à 1984 de George Orwell et à l'histoire d'amour vécue par Julia et Winston. Aïe, coup dur pour Guillaume. United States of Eurasia voit aussi sa part de référence à 1984, où les guerres entre les trois continents principaux ne cessent d'être manipulées de façon complètement insensée. Mais ça tient aussi du livre Le Grand Échiquier, qui met en avant l'idée que les États-Unis doivent contrôler l'Eurasie pour sécuriser leur approvisionnement en pétrole. Ici encore, l'influence de Freddie Mercury est flagrante, avec ce côté opéra rock qui rappelle nettement Bohemian Rhapsody, mais aussi l'inspiration de Chopin, avec la reprise du célèbre thème de Nocturne OP9 numéro 2. Si, vous connaissez, faites pas cette tête. Le message ici est clair, il devient impératif pour Muse que la population se réveille avant d'être confrontée à la destruction du monde à petit feu. Pour marquer les esprits, le groupe a composé et arrangé de A à Z une symphonie entière en 3 parties intitulée Exogenesis, inspiré entre autres de la musique classique de Rachmaninoff et du rock progressif de Pink Floyd. Ce terme désigne l'hypothèse que la vie viendrait de diverses sources à travers l'univers et qu'elle serait arrivée via des comètes, par exemple. Je cite le chanteur, « Notre ADN a été mélangé avec une espèce de l'espace et des singes. Nous sommes un mélange des deux. » Bon, apparemment il n'a pas vu l'épisode de C'est pas sorcier sur Darwin. Dis donc, Jamy, tu savais que les singes sont nos cousins ? Il paraît qu'on a un ancêtre commun. Je trouve pas qu'ils me ressemblent, moi.
Oh bah si, il y a quand même un petit air de famille. Peu de temps après la sortie de l'album, j'ai de nouveau été les voir. Muse proposait une nouvelle fois un véritable spectacle, avec une mise en scène qui s'inspire toujours de 1984. 3 tours sont en place sur la scène, et chaque membre du trio débute sur une des tours, pour ensuite s'en extirper et revenir à quelque chose de plus conventionnel. Dominic Howard s'explique: on pourrait voir la scène et le show comme quelque chose de narratif. Nous sommes piégés dans une sorte d'institution et nous essayons de sortir de celle-là. Nous sommes en résistance. Avec 5 millions de ventes dans le monde, dont 760 000 rien qu'en France, c'est encore aujourd'hui un des albums, si ce n'est l'album, le plus vendu du groupe. Mais malgré un succès sans précédent, la guerre qu'ils mènent depuis des années maintenant contre les plus puissants de nos dirigeants était sur le point d'être perdue sous leurs regards impuissants. 2012 marque la sortie de leur 6e album, The Second Law. Le titre fait référence à la 2e loi de la thermodynamique qui établit le caractère irréversible de certains phénomènes physiques, l'exemple le plus connu étant la fonte des glaces. Et l'album aborde principalement les thèmes de l'énergie et des matières premières gaspillées par l'homme, notamment avec le morceau Unsustainable, qui pourrait se traduire par non viable sur le long terme, et qui met en évidence leur désespoir de voir la planète Terre surexploitée par les hommes. Comme dans les précédents albums, le thème d'une élite dépourvue de morale est encore présent avec Supremacy, qui ressemble beaucoup selon moi au morceau Kashmir de Led Zeppelin. Mais cette fois, le groupe remet en cause l'éthique de tout un chacun, en présentant la race humaine comme de simples animaux égoïstes ne se souciant que de leurs intérêts personnels, notamment dans le morceau Animals. Les autres pistes de l'album font figure de thèmes plus individuels comme l'amour. Bellamy affirmait déjà avant sa sortie qu'il voulait faire quelque chose de plus personnel et de plus intime. Il admet aussi ne plus pouvoir aller si loin dans la démesure des lives. Pourtant, en mai 2012, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été à Londres, le groupe porte la flamme olympique jusqu'à la ville de Tynemouth où ils ont grandi. Leur morceau Survival est alors choisi pour devenir l'hymne officiel des Jeux Olympiques 2012. Je trouve que cet album est celui qui est le plus inspiré de Queen. Il est encore plus pop que les autres, on y retrouve de nombreux solos de guitare similaires à ceux de Brian May, des mélodies et arrangements pour voix très ressemblants à ceux de Freddie Mercury, des riffs de basse et de piano très proches aussi des plus gros tubes de ce groupe légendaire. Mais l'esprit de Muse est toujours bien présent, particulièrement avec son côté électro-rock qui est devenu sa marque de fabrique. Le chanteur a même déclaré s'être inspiré du duo français Justice. Je t'aime, Gaspard. Je t'aime. Non mais pour de vrai. Moi aussi je t'aime pour de vrai. Merci. Comme dans l'opus précédent, l'album se termine sur un morceau séparé cette fois en 2 parties. Une sorte de symphonie moderne, mélangeant violon et quelque chose qui ressemble à de la dubstep. Matthew Bellamy utilise sa guitare Cheloucaster pour jouer des effets. C'est un petit peu, on va dire, dans la chelouterie, quoi. Et ça claque. Très dramatique et digne d'une BO de film apocalyptique, le thème guerrier est sous-entendu une nouvelle fois ici, invitant le peuple à se soulever. Dans la partie 1, on peut entendre la voix d'une journaliste à la radio qui annonce une catastrophe, suivie d'un robot représentant peut-être l'intelligence artificielle, qui répète sans cesse. Dans la partie 2, la musique est toujours très cinématographique à mon sens, avec un thème au piano qui forme une boucle, un peu comme dans les films d'horreur, toujours avec la même voix angoissante de la journaliste par-dessus, mêlée à celle de ses collègues cette fois, créant une véritable cacophonie, qui nous préviennent alors du désordre qu'est en train de créer notre propre système, destructeur pour la planète, et donc pour nous-mêmes. Ce qui donne une véritable ambiance de fin du monde, comme si Muse n'avait plus d'espoir.
En 2015, Muse sort leur 7e album, Drones. Dès la pochette, on retrouve encore l'idée qu'un grand ennemi contrôlerait tout le reste du monde. Assisterons-nous bientôt à la 3e guerre mondiale? Verrons-nous rapidement l'être humain se transformer en drone? Ce sont les questions que se pose le groupe dans cet opus. Ils annoncent leur volonté de revenir à une musique plus pure et plus simple d'un point de vue rock. Bellamy entend par là son désir de revenir à des compositions en power trio, guitare, basse, batterie, et ne plus insérer de sonorités électroniques. Il promet alors un changement radical et des morceaux plus lourds. Et effectivement, ça envoie du gros riff, un petit peu à la manière de Rage Against the Machine, mélangé à Van Halen, AC/DC ou même Daft Punk. Dans Psycho, leur plus gros tube de l'album, le chanteur tient des paroles très explicites à travers le discours d'un officier qui souhaite faire d'un soldat son drone humain et par la même occasion un psychopathe. Pour Matthew Bellamy, il s'agit d'éveiller les consciences sur le fait que le monde est dirigé par des drones et que l'être humain se laisse petit à petit endoctriner par le système. Mais bon, j'étais un petit peu déçu quand ils ont sorti ça parce que c'est exactement le genre de riff à l'influence néo-metal qu'on entendait déjà entre deux morceaux pendant leur tournée Harp de 2007. Du coup, ça m'a donné la sensation d'un déjà-vu, comme du réchauffé. Et j'ai arrêté d'écouter le groupe à partir de cet album. Je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis. Ok, on va quand même analyser les paroles. Dans le premier morceau, Dead Inside, qui signifie mort à l'intérieur, c'est le début de l'histoire. La perte de l'espoir du protagoniste. Il est vulnérable aux forces qui lui lavent le cerveau dans Psycho. Le chanteur qualifie ensuite les titres Revolt et Defector de chansons de combat pour le protagoniste, ce dernier essayant de se retourner contre les forces obscures qui tentent de le démolir psychologiquement. Il explique que la personne commence à riposter et à reprendre le contrôle d'elle-même. Puis il évoque Aftermath, disant que le titre ravive évidemment le thème de l'amour et qualifie The Globalist de cauchemar fou et insensé de 10 minutes où l'on suit l'ascension et la chute d'un dictateur. Bellamy affirme que l'album est élaboré comme une métaphore moderne de ce qu'est la perte d'empathie. Il pense que par le biais des technologies modernes, et évidemment par le biais des drones de guerre, il est possible de commettre des actes atroces par télécommande, en étant très loin, sans vraiment en sentir les conséquences et même sans se sentir responsable. Les technologies de pointe seraient donc pour le groupe la cause de la perte de notre humanité. Gotcha. Get the hell out of here! Mais à mon humble avis, Muse tourne en rond. Ce thème de la révolution qui a été évoqué à multiples reprises au cours de leur carrière, ça commence à devenir redondant. Et musicalement, ce qu'ils considèrent comme un retour aux sources, moi je le ressens plutôt comme un essoufflement. J'ai du mal avec cet album et le suivant m'a pas beaucoup plus inspiré. Simulation Theory sort en 2018 et selon le chanteur c'est son album préféré. Pourtant j'ai pas vraiment aimé leur façon de se renouveler dans un style rétro-futuro-électro-kitsch, mais ça n'engage que moi et ça n'enlève en rien au respect immense et à toute l'admiration que j'ai pour Muse. Les thèmes principaux du dernier album sont la simulation, la réalité virtuelle, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est factice. Avec les nouvelles technologies, le futur devient de plus en plus irréel. Et pour Bellamy, l'intelligence artificielle est un sujet qui le fascine et le terrifie à la fois. Je cite, « Il est plus probable qu'elle finisse par nous remplacer, nous, les humains ». Dans Algorithme, il suggère que l'on vit déjà dans une simulation, ce qui n'est pas sans rappeler le Truman Show, un film magnifique dans lequel Jim Carrey incarne un homme qui vit depuis sa naissance dans un monde qui n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et dont tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. C'est tout simplement une hallucination collective. Dans Dig Down, le chanteur exprime la tristesse de l'époque dans laquelle nous vivons. Il chante « Quand l'espoir et l'amour ne sont plus au rendez-vous et que t'es au fond du trou »,
il faut trouver la foi. Il en vient même à citer Dieu par moment et chante toujours la même rengaine qui peut se résumer à ça: ils veulent nous diviser, désobéissons, soulevons-nous et battons-nous contre les forces du mal. Finalement, c'est une guerre épuisante et sans fin que mène Muse, et dans cette lutte sans merci qui a été amorcée il y a plus de 20 ans, c'est donc moi qui n'ai plus d'espoir. Muse m'a accompagné tout le long de mon adolescence et je suis pas le seul. Le groupe aime la France et c'est dans notre pays qu'il possède une des plus importantes communautés de fans. Leur premier concert français a eu lieu dans un bar de Cherbourg devant 15 personnes. Dire qu'ils allaient remplir les plus grands stades du pays quelques années plus tard, c'est complètement dingue. Le groupe affirme que la France a été le premier endroit qui leur a fait se sentir spécial. Les membres s'y sont tout de suite sentis acceptés. Comme souvent, les artistes font des choix parfois incompris par une partie de leurs fans. Certains décrochent en plein milieu de leur carrière, d'autres restent fidèles. Mais les membres du groupe assument les conséquences de leur virage artistique. Tu peux pas rester dans les mêmes vêtements toute ta vie. Tu peux pas toujours faire la musique dans le même style. Ça marche dans tout. Alors même si j'aurais préféré qu'ils dépassent ce statut de guerrier sauveur de l'humanité, qui me laisse un peu sur ma faim, comme un film qui n'aurait jamais de dénouement, l'important reste selon moi qu'ils s'épanouissent et qu'ils aient la sensation de progresser à chaque album. Muse est un triomphe de l'innovation et de l'ambition de la scène rock des 20 dernières années, à l'identité artistique inimitable. Ils ont vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde, ils totalisent 2 milliards de vues sur YouTube, la liste des récompenses qu'ils ont obtenues pour leur musique est sans fin, et apparemment, un nouvel album serait en préparation pour fin 2021. Alors c'est sûr qu'on peut leur trouver plein de défauts. C'est parfois mielleux ou bien grandiloquent. Le groupe a souvent été accusé de n'être qu'une pâle copie de Radiohead à leur début. On peut aussi leur reprocher de jouer le jeu des médias, alors qu'ils les dénoncent dans leurs morceaux, mais ça serait oublier la prestation du groupe qui a profité d'une apparition sur une chaîne de télé italienne, où chacun d'entre eux faisait semblant de jouer un instrument qui n'est pas le sien. Matthew Bellamy adore la scène et c'est un affront pour lui de jouer en playback parce que c'est un showman et c'est en live qu'il révèle sa vraie nature. C'est un moyen pour lui de transcender les peurs qui l'obsèdent et de se sentir pleinement vivant. En janvier 2021, il confie qu'il aimerait que Muse soit le premier groupe à réaliser un concert dans l'espace. Finalement, peut-être qu'il ne déteste pas tant que ça son meilleur ennemi. Some people think I'm an alien. Enfin, la noirceur de Muse ne reflète pas pour autant les émotions qu'ils peuvent nous faire ressentir. Le pessimisme ambiant actuel ne présage que de tristes perspectives d'avenir, alors que Muse, grâce à sa force et son art parfois divin, nous apporte une musique belle, puissante, qui nous promet un meilleur destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'ai vraiment kiffé la préparer, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour le référencement. Comme d'hab, je vous ai écrit les tablatures de tous les morceaux que j'ai joués, vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ou bien à tout de suite dans la vidéo qui s'affiche.